Je ne suis pas un eurosceptique, je suis un euroréaliste. Et le problème, je viens de le dire d'ailleurs dans une réunion politique à l'instant, vous savez, je crois qu'il faut regarder les choses en place. On est en train de tuer la démocratie pour la remplacer par une technocratie décadente. Pourquoi? Ce pays n'est plus souverain, plus aucun pays d'Europe n'est réellement souverain, et nous avons aliéné le pouvoir dans les mains d'une technocratie dont le mythe européen est devenu le fonds de commerce à des fins d'un bénéfice personnel. C'est-à-dire ce sont des gens, c'est un fromage, c'est devenu un fromage. Et ça, il ne faut pas se tromper, pas se tromper. C'est un réel fromage pour un tas de gens qui font carrière là, avec des salaires élevés, qui distribuent des prébendes à un certain nombre d'associations qui ne représentent rien du tout, etc. Alors, quel est l'enjeu? Vous savez, je crois qu'il faut partir des faits. Et les faits, c'était qu'il était nécessaire d'avoir une coopération européenne, mais ce n'est pas la coopération européenne qui a permis de monter en puissance. Là, plutôt, c'est une dérive. C'est parce qu'il y a eu... C'est pas la coopération européenne qui a institué la paix. C'est parce qu'il y a eu la paix qu'il y a eu une coopération européenne. Et cette paix est venue du fait que les Allemands ont pris conscience qu'il fallait peut-être changer d'optique vis-à-vis de leurs voisins. Et ça tient à quelques faits, c'est que, ils ont été battus à plat de couture, ruinés, et ça tient aussi au fait qu'ils l'ont été par deux puissances. Ils ont été battus par les Russes, les Soviétiques, et l'Amérique, dans laquelle les Allemands ont toujours vu une Allemagne qui avait réussi, parce que l'Allemagne est le pays qui a le plus nourri en hommes les États-Unis d'Amérique. Puisqu'ils étaient majoritaires, maintenant ça va changer, mais ils sont majoritaires dans le peuplement américain devant les anglo-saxons. Les hispaniques vont maintenant monter en puissance, ce qui va changer complètement la vision des États-Unis. Et donc, fort de ça, ils ont fait leur révolution culturelle. On les a aidés. On a imposé notamment une structure fédérale à l'Allemagne, et on a imposé aussi une structure fédérale des polices. On a cassé la police nationale en Allemagne, et on a mis en place des contre-pouvoirs avec aussi une cour constitutionnelle. Alors ils ont fait cette démarche, et donc c'est sur ces bases-là qu'on appuie, il y a eu l'appel de Schuman, etc., bon, qu'on a pu bâtir quelque chose. Et puis il y a eu ensuite une dérive, le système sous la pression des fédéralistes, où ils ont véritablement voulu nier les réalités nationales et construire un État fédéral. L'Europe puissance, le mythe de l'Europe puissance, qui est un échec total. Total. Et ça s'est fait, vous savez, comme toute entreprise humaine, c'est-à-dire qu'il y a une croissance forte avec des progrès, ça va jusqu'à l'acte unique. C'est-à-dire au début, effectivement, cette construction européenne met à bas les chauvinismes économiques, c'est-à-dire qu'on ouvre les frontières, qui était l'Europe de 1914. Et on a tué donc les économies de guerre. Et ça, c'était nécessaire. Quand le patronat vient voir De Gaulle en disant « il ne faut pas faire ça, il ne faut pas ouvrir les frontières », il le fait parce qu'il sent qu'il donne du souffle. Et donnant du souffle, il a effectivement permis cette montée en puissance qui va jusqu'à l'acte unique. Et ensuite, il y a une dérive fédérale qui se produit, Maastricht, et à ce moment-là, on commence à avoir un déclin parce que le système ne peut pas fonctionner. Il ne peut pas fonctionner parce qu'on a chargé à Bruxelles, on a mis trop de choses, on va jusque dans le détail. Il n'y a pas un domaine aujourd'hui économique, voire culturel, voire n'importe quoi, sans laquelle la Commission ne va pas mettre son nez. C'est parfaitement absurde. Et donc, dans une Europe qui est maintenant bientôt à 30, c'est la paralysie la plus complète. Donc elle va mourir d'apoplexie. Et puis ensuite on est rentré dans le mythe de la volonté de construire quelque chose totalement fédéral. On a mis en place une monnaie unique qui est complètement décalée par rapport aux réalités. Totalement décalée par rapport aux réalités. Et donc cette monnaie unique est devenue une machine infernale.
qui divise profondément les Européens et qui aboutit à la récession économique que nous connaissons, parce qu'on confond les causes et les conséquences. Les causes, c'est la perte de productivité de chacun des États. Les conséquences, c'est le déficit économique. Et aujourd'hui, on traite les conséquences sans pallier les manques des causes, sans véritablement se pencher sur les causes, qui est la perte de compétitivité, c'est-à-dire le fait que cette monnaie est inadaptée à chacun des États de la zone, y compris l'Allemagne, qui a une monnaie sous-évaluée et qui gagne aux exportations jusqu'à ce qu'elle ne pourra plus exporter parce que ses clients, notamment en Europe, n'ont plus d'argent. Donc toute cette construction est en train de s'effondrer. Mais comme on est dans le temps long, et comme on est dans le credo, l'idéologie la plus pure, ben ça prend un certain temps. Mais c'est une réalité. Moi je suis très frappé, et je tairai les noms, de voir un certain nombre de mes amis de l'UMP qui commencent vraiment à s'interroger en disant bah Miard il ne dit pas que des conneries. Hein, voilà, je parle brutalement, mais je le dis. Donc on voit très bien qu'il commence à y avoir une prise de conscience très forte, sur, je dirais, une machine européenne qui n'est plus adaptée. Qui plus est, il faut savoir aussi que nos intérêts ne sont pas européens seulement. Nos intérêts sont mondiaux, et notamment nos intérêts, la politique étrangère de la France doit être totalement réorientée, ça commence d'ailleurs, sur le flanc sud, à savoir la Méditerranée, l'Afrique, le Proche et le Moyen-Orient. En Asie, ailleurs, on n'est pas une grande puissance, même les États-Unis ne sont plus une grande puissance. D'ailleurs, nous sommes dans un monde, nous sommes entrés de plein pied, et je le disais hier au ministre des Affaires étrangères, de plein pied dans l'ère des puissances relatives, il n'y a plus d'hyperpuissance. Dans la crise du Proche-Orient, c'est extrêmement frappant de voir qu'aucune grande puissance n'est capable d'imposer ce qu'il souhaite. Ni les États-Unis, ni la Russie, sauf à la marge, par des à-coups. Et donc, c'est effectivement, Laurent Fabius me répondait en disant que j'avais raison, et en disant, c'est un monde à zéro polarité. Ce qui a complètement redonné le jeu. C'est-à-dire que il est inutile de vouloir avoir une Europe puissance. Pourquoi? Parce qu'elle est complètement hétérogène, elle est pleine de contradictions, elle n'arrive pas à prendre des décisions parce que les intérêts ne sont pas les mêmes, etc. Alors que nous avons la possibilité, si nous redevenons souverains, si nous sommes maîtres de nos décisions, à la fois économiques et politiques, nous pouvons entraîner les autres. Et c'est un peu ce que disait d'ailleurs Rumsfeld quand il parlait de... c'est la coalition c'est la mission, qui commande la coalition. C'est-à-dire en fonction de ce qui est en jeu, nous pouvons avoir avec nous un certain nombre d'alliés, de partenaires, et qui sont variables. Dans l'affaire irakienne, nous n'avons pas suivi les États-Unis et pour cause, c'est une faute monumentale qui a créé une tragédie au Proche et Moyen-Orient. La situation en est directement aujourd'hui le résultat de cette intervention américaine qui est complètement à côté de la plaque et qui comporte notamment pour les chrétiens d'Orient, c'est une tragédie. Vous prenez par exemple l'affaire du réchauffement climatique, là c'est les Européens qui sont assez d'accord, les États-Unis sont contre nous, la Chine également pour des raisons d'adaptation et de lobby industriel. Vous prenez l'affaire du Mali, on a bien vu que les Européens c'était en attendant Godot, ils ne sont pas là, et puis ils ne savent même pas ce que c'est, etc. Ils ne savent même pas où est le Mali, tandis que nous connaissons l'Afrique et nous devons la connaître de plus en plus. Donc cette mondialisation a dépassé, a transcendé, je dirais, ce concept étroit d'Europe unie, qui n'est plus d'actualité. Nous avons des intérêts avec des Allemands, avec les Italiens, etc., la libre circulation des biens et des marchandises, mais à condition qu'on contrôle nos frontières pour éviter les trafics en tout genre. Et donc on a construit quelque chose qui est à la fois utopique et totalement décalé par rapport à la réalité du monde et qui ne fonctionne plus. Apoplexie, impossibilité de prendre des décisions, hypertrophie de Bruxelles qui veut tout contrôler, donc ça ne peut plus durer. Donc moi je suis intimement convaincu que nous sommes dans une crise qui va durer 10 ans. Je suis intimement convaincu que l'euro est mort, bientôt enterré, mais ça va prendre encore un peu de temps, parce que là on est dans le domaine du credo, on a posé euro égale
Europe, et si tu es contre l'euro, tu es contre l'Europe, ce qui est une ineptie intellectuelle. Une ineptie intellectuelle. Et donc, tout ça pour dire que on est dans le temps long. Il faut ramener de la réalité dans cette coopération européenne, mais il faut traiter ensemble un certain nombre de sujets et pas vouloir tout traiter au niveau européen. 1, c'est pas notre intérêt. 2, c'est la paralysie. 3, c'est inefficace. 4, ça désespère nos concitoyens. Voilà. Oui, mais le problème, c'est qu'ils ont fait, ces braves gens ont fait exactement le contraire depuis 20 ans. Et donc, ils ne viennent pas se plaindre que le système ne fonctionne pas, ils en sont directement les responsables. Directement les responsables. 2, il ne faut pas créer un fédéralisme. Là où il y a un fédéralisme ultra, c'est dans la zone euro. Bon, ça ne fonctionne pas. Il faut bien comprendre qu'en réalité, on peut avoir un certain nombre de normes. Ce n'est pas eux qui les ont inventées. Si vous prenez par exemple la loi uniforme sur les lettres de change, ça remonte à la conférence de La Haye, au début, fin du 19e, début du 20e. Donc il y a un certain nombre de normes communes que nous pouvons avoir. Mais ça, c'est dans le monde transnational, dans le monde privé. En revanche, en ce qui concerne les matières régaliennes, ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, il ne peut pas y avoir de diplomatie commune, c'est une aberration, c'est de l'argent mis en l'air, etc. Nous n'avons pas les mêmes conceptions, nous n'avons pas les mêmes intérêts. Nous, c'est par exemple faire la promotion de la langue française. Je doute que Mme Merkel ou Mme Cameron vont le faire. Donc il y a un moment, il faut arrêter les bêtises. Deuxièmement, une fédération dans un certain nombre de sujets est décalée justement par rapport à ces réalités. Donc c'est pas ça la solution. C'est en réalité une coopération tout azimut sur un substrat effectivement d'un certain nombre de concepts qui vont régler le marché unique, mais à la condition qu'on n'aille pas, je dirais, dans le détail et on peut laisser circuler des marchandises, des biens et des services, mais ce n'est pas pour autant qu'on va avoir le même cendrier, la même boîte de conserve partout, etc. Bien sûr qu'il faut protéger le consommateur, bien sûr, mais tous les États le font. Donc s'il y a une norme italienne qui protège les Italiens, je ne veux pas empêcher cela de rentrer. Avant 1914, il n'y avait pas une multitude de règles communes, et pourtant l'Allemagne était le premier client de la France, et la France le premier client de l'Allemagne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il est clair qu'aujourd'hui, on est rentré dans une espèce de processus de prurite d'harmonisation imbécile. Il y a un moment, il faut ramener les choses. Alors qu'est-ce que nous pouvons régler au niveau européen? Nous devons régler au niveau européen, bien sûr, un certain nombre de règles d'égalité, de non-discrimination en ce qui concerne, je dirais, les entreprises, etc. Bien. Une libre circulation des capitaux, pour autant qu'on n'applique pas également, je dirais, une libre circulation au niveau mondial. Je suis totalement abasourdi de voir l'Union européenne prôner interse, c'était dans le traité qu'il laissait, une libre circulation avec le reste du monde. C'est une vision, à mon avis, qui pose problème et qui remet en jeu aujourd'hui, je dirais, la confiance qu'on peut avoir dans la spéculation capitalistique qui dépasse les frontières. Il y a un moment, il faut savoir aussi que cette totale libre circulation des capitaux au niveau mondial pose quand même un certain nombre de problèmes. D'ailleurs, le G20 s'en occupe. Bien. Donc c'est bien la preuve qu'on est allé trop loin. Il faut régler un certain nombre de règles en matière d'environnement, parce que ça ne s'arrête pas aux frontières, ça c'est clair. S'il y a un problème chimique en Allemagne, on peut en recevoir, et comme c'est aussi Tchernobyl, mais il faut s'occuper que des règles qui concernent le continent. En revanche, en ce qui concerne les actions régaliennes, je suis désolé, là il faut qu'on redevienne totalement souverain sur les problèmes de justice, parce qu'il n'y a pas que l'Union européenne, il y a aussi les dérives de la Cour européenne des droits de l'homme qui pond un tas d'arrêts de principe à longueur de temps sous la pression des avocats qui, je dirais, sont très heureux de faire de la procédure. Donc, on est allé beaucoup trop loin dans le multilatéral. Il y a un certain nombre de règles qui doivent être, de matières qui doivent être réglées au niveau européen, l'environnement. On doit garder une politique agricole commune, non pas parce que c'est l'intérêt de la France, certes, mais aussi parce que c'est la seule politique de soutien au marché. Et donc c'est bien la preuve que les marchés, c'est pas le Deus ex machina. Il nous faut une politique industrielle qui n'est pas au niveau européen, parce qu'aujourd'hui c'est effectivement la totale, c'est le tout concurrence avec les difficultés qu'on voit, et il nous faut aussi retrouver
je dirais, dans les relations internationales, le sens de la réciprocité qu'on a complètement perdu. C'est-à-dire qu'il y a un moment, bien, il doit y avoir des préférences communautaires sans tomber dans un protectionnisme étroit et un peu obsolète. Mais le problème majeur aujourd'hui, c'est le problème de l'euro, qui est en train de tout tirer vers le bas, y compris l'économie mondiale. La déflation qui est imposée par notamment l'Allemagne et les gnomes de Francfort et de Bruxelles, c'est la politique à la Laval, où on tape sur la dépense en oubliant qu'on a un problème monétaire majeur. Puis nous avons aussi des réformes internes à faire en France, pas l'oublier. Parce que ça, c'est très important en matière de réforme de structure, en matière de fiscalité qui chasse l'épargne à l'extérieur, etc. Donc, on voit très bien que tout ce système, que ces bons fédéralistes, au nom de leur utopie idéologique, est à bout de souffle et que tout est à reprendre. Et puis il va venir pour l'Allemagne une décision de Karlsruhe, la Bundesgerichtshof, c'était la Cour fédérale allemande, qui a très clairement dit que de toute façon, le dernier mot appartient à la diète fédérale et à personne d'autre. Et c'est une innovation totale, c'est-à-dire qu'elle a décidé qu'il y a un moment, stop, c'est au peuple allemand de décider. En disant très clairement, dans sa décision qui remonte maintenant à 2 ans, il n'y a pas de peuple européen. Il y a un peuple français, un peuple allemand, un peuple italien, etc. Ce qui est la réalité. Et donc tous ces fédéralistes qui disent « moi je suis européen », parce que maintenant ils sautent plus comme des cabris parce qu'ils sont des vieux, mais peut-être comme des bouquins potents, il est clair qu'on est en plein délire utopique. Voilà, c'est ça la réalité. Donc coopération, oui, intégrisme européen, non. Il n'y a pas de compétences transférées à l'exécutif français, c'est inexact. L'exécutif français en matière budgétaire est un facteur. C'est-à-dire qu'il envoie à Bruxelles la copie qu'il a préparée. Et c'est collectivement le Conseil, sous proposition de la Commission, qui va décider. C'est complètement aberrant. J'étais empereur, comme disait Montesquieu, on m'a fait patron de galère. Bon, et donc ce n'est pas un renforcement de l'exécutif, c'est bien au contraire un affaiblissement total de l'exécutif français et du Parlement français. Et c'est ça qui se passe, c'est qu'on a aliéné notre souveraineté. Le problème de la France, c'est de retrouver sa souveraineté dans un ajustement perpétuel. L'économie, c'est l'ajustement perpétuel des facteurs. Aujourd'hui, avec la monnaie unique, on a cadenassé nos taux internes et nos taux externes et on fait un ajustement en matière de productivité, soit en réduisant la dépense, soit en réduisant les salaires. N'oubliez pas ça, et les retraites. Et c'est ce qui va se passer avec cette politique déflationniste, suicidaire, digne de Laval d'avant-guerre. Alors les Allemands s'en sont sortis par ce qu'on appelle la dévaluation interne, et en faisant sonner le bournous de travailleurs immigrés qui payent 400 € par mois, ce qui est scandaleux. Bon, ils font fabriquer le boulon de 16, comme je dis, en Tchéquie, ils réintègrent ça dans des machines qu'ils exportent à une monnaie qui, pour l'Allemagne, est sous-évaluée. Moi, j'ai connu, en 1980, fin 79-80, le mark qui valait 1,80 $. C'est-à-dire là, ils ont commencé à tousser, ça a baissé un peu, mais aujourd'hui, l'Allemagne bénéficie d'une monnaie sous-évaluée. D'où ces gains à l'exportation, avec de surcroît la force allemande qui est dans un domaine économique où elle est seule au monde en matière de métallurgie, de chimie lourde. Voilà. Et avec une politique industrielle qui n'a jamais dit son nom, qui est le Standort Deutschland, dans laquelle le patronat, le gouvernement, les syndicats, les intellectuels disent tout ce qui est haute technologie restera en Allemagne, tout ce qui est centre de recherche restera en Allemagne, et il y a un accord tacite là-dessus, et ils ont, grâce à la monnaie faible dont ils bénéficient, à savoir l'euro à 1,30, ils ont pu exporter. Et quand vous avez dans les relations internationales un pays qui accumule des excédents commerciaux type Chine, type Allemagne, c'est qu'il y a un problème d'ajustement monétaire. Parce qu'il y a un moment, ça ne peut pas continuer. Si la Chine a effectivement des excédents commerciaux énormes,
et ensuite réinvestit en achetant des entreprises en Europe, c'est parce qu'elle fait du dumping monétaire. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, je me suis engagé dans la vie publique parce que je veux que mon pays, la France, demeure maîtresse de son destin. Et depuis maintenant, j'ai voté contre ce projet, qui est un scandale, sur le budget transmis à Bruxelles, c'est-à-dire sur les équilibres budgétaires. C'est inadmissible. C'est un abandon grave de souveraineté, même si ça a été voté par un certain nombre de mes collègues, je leur ai déjà dit, et donc il faudra revenir là-dessus. Ça, c'est clair. Dans les relations, donc c'est assez dramatique. On devient, je dirais, on n'est même pas un département ou une collectivité territoriale, car moi, en tant que collectivité territoriale, ma commune ne transmet pas son budget pour approbation au préfet. Mais avec ça, c'est inadmissible, et je vais le dire et le répéter. Il est clair qu'il faut faire attention où on met les pieds, et là, c'est là où on voit la limite du processus communautaire. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas d'accord entre nous, parce qu'on n'a pas les mêmes intérêts. Il y a un moment, il faut cesser de dire qu'on a les mêmes intérêts que l'Allemagne ou de l'Angleterre. C'est faux. Et je vais vous en donner un exemple. Bon, il y a déjà eu l'exception culturelle. Et là, j'ai appuyé le gouvernement. Parce qu'on sait très bien qu'aux accords Bloom-Burns en 1947-48, les Américains avaient forcé l'ouverture, notamment sur la libre circulation des films américains. C'est la stratégie d'influence. Ne jamais oublier que nous avons une puissance culturelle qui est une stratégie d'influence. Très bien. Et nous devons protéger nos productions et pas diffuser à longueur de temps, comme le font ces porteurs de valises dans les médias français, qui à longueur de temps font notamment, il y a une radio que j'appelle Radio Pravda, financée par ma redevance, et qui, à l'évidence, diffuse à longueur de temps des groupes américains. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous allez écouter sur CNN ou sur la BBC à longueur de temps la diffusion des groupes de chansons françaises? Ça n'existe pas. Ils savent ce qu'ils font, eux. Mais nous sommes les porteurs de valises de ces gens-là. Donc c'est inadmissible. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est sur les industries d'armement. Sur les industries d'armement, nous n'avons pas du tout les mêmes intérêts. Ce que veulent les Américains, c'est contrôler et casser toute l'industrie européenne d'armement. Et la seule qui demeure, c'est la française. Mais pas les Allemands et pas les Anglais. Il n'y a plus d'industrie d'armement dans ces pays. Du moins, il n'y a plus aucun État en dehors de la France capable de produire et de penser l'avion du futur, un avion de combat. Les Américains ont fait les Européens ont fait un marché de dupes avec les Américains sur le développement d'un avion de futur. En réalité, les brevets, c'est pour les Américains, vous travaillez, et puis c'est tout. Vous, les Européens. Et donc, ce qui est clair, c'est que dans cette affaire-là, pour l'instant, on n'a pas l'industrie d'armement dans l'échange. Si on met l'industrie d'armement, les Américains et les Européens, si c'est en libre concurrence, vont acheter sur étagère des appareils américains et on tue l'industrie européenne et française. Comme par hasard, les Allemands étaient pour mettre l'industrie d'armement dans les échanges et un certain nombre de commissaires français à Bruxelles également, parce qu'ils veulent servir la soupe aux Allemands pour ensuite se faire élire au Parlement européen. Donc il y a quelque chose sur lequel nous devons être d'une extrême vigilance. Pour l'instant, l'industrie d'armement n'est pas dans le mandat, mais la Commission, je ne lui fais pas confiance, et je peux vous dire qu'on va surveiller ça de près, parce que c'est vital. Qu'on ouvre un peu, je dirais, les frontières avec les Américains, pourquoi pas, à une condition. C'est que ce que nous allons signer passe au Congrès américain, et que les États fédérés respectent ces règles. Parce que quand on signe avec Washington, si ce n'est pas ensuite approuvé par le Congrès, les États fédérés n'appliquent pas ce que le fédéral a conclu. Donc il faut être extrêmement vigilant, et je peux vous dire que je le saurai. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire confiance au gouvernement pour être ferme sur ce type de position? Si le gouvernement n'est pas ferme sur ce point, il aura les retours de bâton. Vous pensez que le Parlement français pourrait s'opposer à la ratification d'un tel accord? En ce qui me concerne, oui. Merci.